Bienvenue dans Hypersensible Haute Couture, le podcast où on transforme ton hypersensibilité en puissance intérieure, souveraine et alignée. Aujourd'hui, je vais peut-être te dire quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseuse, tu procrastines parce que ton système nerveux te protège. Et quand tu vas comprendre ce mécanisme-là, tu vas arrêter de te juger et tu vas enfin avancer avec fluidité. Moi, quand j'ai compris ça, déjà, je me suis fichu la paix. J'ai diminué le stress et j'ai pu commencer à me mettre en mouvement et faire des actions qui m'ont vraiment aidé. Et je te parlerai aussi de ce que je vois chez mes clientes qui vivent la même chose et même dans mon équipe où j'ai notamment une collaboratrice qui vit exactement ce que tu vis peut-être toi aussi en procrastination, débordement, stress, culpabilité et tous les ingrédients qui vont avec. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Alors, quelle est cette grande vérité sur le fait que la procrastination, ce serait comme une réaction nerveuse de protection? En fait, si tu es hypersensible, ton cerveau, il fonctionne plus vite que les autres. Il est plus sensible et les réactions sont plus fortes et vont plus vite. Donc, tu ressens plus, tu anticipes plus, tu imagines plus de scénarios et tu captes le danger même quand il n'existe pas encore. Et donc, ça crée un phénomène de stress et généralement, il y a comme un figement en fait. C'est tellement trop que ça te fige. On appelle ça aussi le freeze. Tu as peut-être entendu ce terme-là. Alors face au stress, vous connaissez peut-être déjà les autres réactions possibles, la fuite ou la lutte, qui viennent rejoindre cette famille-là, ou figement. Le figement, c'est quand ton cerveau il perçoit qu'une tâche est un potentiel danger, et du coup il se bloque. Donc en fait, tu es en train de survivre quand c'est ça. Et c'est exactement les réactions qu'on peut avoir face à la peur quand on perçoit un danger. Y a le stress qui monte et on a des réactions qui sont instinctives, involontaires, qui sont là aussi parce qu'on a toujours réagi comme ça et que on est vraiment sur l'ordre du réflexe, quoi. Et c'est normal. Donc, quand le cerveau perçoit un danger, il peut avoir envie de lutter, de faire le fight. Il active l'adrénaline, il se met en réaction plutôt agressive, défensive. Alors, comment tu reconnais cette réaction ? Les signes physiques, c'est que tu commences à avoir une tension musculaire. Généralement, tu peux avoir la mâchoire qui serre, le cœur qui bat plus vite, et comme une sensation de chaleur, quoi. Et c'est comme ça que tu es au tac avec une envie de répondre fort, d'argumenter. C'est comme un début de colère qui arrive, quoi. Et donc, il y a une irritabilité, une impatience, un besoin de reprendre le contrôle, finalement. C'est comme une micro-colère envers soi ou les autres. Donc, par exemple, t'es avant un live, moi ça m'est arrivé, je commence à être en stress. Sur mes premiers lives, au début ça faisait ça, surtout quand on n'en avait jamais fait. J'avais de l'énervement et de l'agacement au moindre truc, je me mettais en stress, quoi. Donc je survérifiais toute la technique, je commençais à me mettre en stress et je transmettais mon stress à mes collaboratrices. Donc c'était une réaction de lutte, en fait. J'étais en train de lutter, quoi. Mais ça peut être, j'ai eu ça aussi face à un commentaire un peu chaud, un peu quelque chose de contrariant où j'ai pas le recul nécessaire et j'ai une réaction
trop vives. Ou quand un projet n'avance pas, eh bien, on se met une pression excessive. Voilà, moi, ça m'est arrivé. Alors maintenant, je viendrai vous raconter ça dans un autre épisode, comment la vie m'a arrêté pour que j'arrête de stresser et que de toute façon, au lieu de stresser sur ce qui n'avançait pas, j'ai carrément été malade très longtemps, assez longtemps, pour revoir toute mon organisation et puis surtout dépassionner et regarder ça autrement. Parce que quand ça n'avançait pas, je me mettais une pression, je m'autocritiquais. Donc je passais par des périodes d'accélération de boulot pour finalement pas tenir la distance. Parce qu'on ne peut pas toujours tenir la distance. Et je me mettais, du coup après j'avais des arrêts qui faisaient, c'était comme un cercle vicieux en fait. Des arrêts qui venaient dire, oui tu vois, tu n'avances pas et ça remet du stress, voilà. Donc ça c'est les réactions en fait immédiates, on sent qu'on n'avance pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça met comme un danger, dire j'avance pas, il n'y a pas de risque, il faut que je livre, voilà, et donc j'ai une réaction instinctive. Et le système nerveux, là, lui, ce qui se dit, c'est il faut que je me batte là, parce que je suis en survie. Donc on est sur un combat, en fait. Après, la deuxième réaction possible, c'est la fuite. C'est le cerveau qui détecte un danger et qui, là, pour le coup, pour te protéger, il veut t'éloigner. Donc, tu vas éviter, repousser, ou au contraire t'activer pour ne pas ressentir ça. Donc, en termes de signes physiques, on est sur de l'agitation, un besoin de bouger, une incapacité à rester concentré. Voilà. Et on va faire autre chose. On part un peu à droite, à gauche, on fait 15 000 trucs. Moi, je me souviens avoir fait ça avec plein de listes et puis essayer les micro-actions. Et du coup, je partais dans tous les sens et en fait, rien n'avançait vraiment. Donc, c'est ces distractions, les signes mentaux, c'est ça, c'est des distractions constantes, c'est un scrolling compulsif. Moi, je vois combien de fois, justement, alors que qu'il fallait que j'avance, tout d'un coup, je me mettais sur Insta et ça durait une demi-heure sans que je m'en sois rendu compte parce que j'étais en train de scroller sur les réels, etc. Donc, c'est vraiment... c'est un peu compulsif, quoi. Tu vois, c'est comme ces to-do list que tu te mets tous les jours et puis que tu ne fais pas et tu reportes. Voilà. Donc, il y a comme une stratégie d'évitement et un besoin, du coup, de tout replanifier. Moi, j'ai replanifié je ne sais combien de fois en me disant c'est parce que mon organisation ne va pas. Donc, on recommence pour finalement ne pas avancer mieux et repartir dans... On pense que le plan, il va être mieux ce coup-là. En fait, ça ne change pas grand-chose et du coup, on se retrouve encore plus stressé, du coup, à être de nouveau dans des distractions autres. Tout ce qui fait qu'on n'avance pas. Par exemple, pour une entrepreneuse hypersensible, ça peut être, tu as une offre à lancer et puis tu fais autre chose, tu ranges ta maison, et c'est véridique parce que je devais sortir Puissance féminine et à la fin de l'année, parce que j'avais un groupe qui démarrait, et bien que je sache tout ce que j'avais à faire, c'était très clair dans ma tête, tout ça, j'ai fait 15 000 autres trucs. Sauf ça, quoi, je démarrais pas. Donc j'ai fini par partir en vacances, parce que me dire, quitte à ne pas avancer, je pars en vacances. De toute façon, il y avait les vacances de Noël, où là, et je vous en reparlerai un peu plus tard dans cet épisode, ce que j'ai mis en place, où tout d'un coup, tout s'est apaisé, et finalement, même pendant mes vacances, j'ai réussi à avancer vraiment, et je suis rentrée détendue, et du coup, je me suis mise sur l'offre. Et depuis, c'est le kiff total, quoi.
Donc voilà, où tu dois répondre à une cliente, alors que c'est une cliente, que tu l'attends, que tu es contente, et ben pour autant tu fais autre chose. Tu vas sur Insta, tu dois publier, puis tu fais autre chose. Tu te prends un café, tu discutes, tu fais... Voilà, donc ça, on est dans la stratégie d'évitement en fait. Ton système nerveux, il pense que c'est trop grand pour toi, et donc il faut fuir en fait. Donc on n'est toujours pas, c'est pas que tu es désorganisé, parce que généralement tu as tes plans, mais tu es toujours en stratégie, tu es en survie. Ça qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il nous met en stratégie plaisir-souffrance. Donc soit ça te fait plaisir, il y va, machin, soit c'est connu, il y va. Souffrance, inconnu, tout ça, il freine des cas de fer et il te met en stratégie de survie. Et donc, troisième stratégie, on arrive au figement, où là, le cerveau, il juge que le danger est trop grand pour se battre ou fuir. Et là, on est comme paralysé. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est comme vous croisez un lion dans la savane et au lieu de grimper à l'arbre, tout d'un coup, vous ne pouvez plus bouger. C'est ça, c'est quand je suis tétanisée en fait. Et la procrastination hypersensible, elle vient ici, avec un corps bloqué. Généralement, il y a tous les symptômes qui vont avec, il y a comme une lourdeur, on respire pas bien, on s'essouffle. Au moindre truc, on est toujours fatigué. Et il y a comme un vide dans sa tête, donc on n'arrive pas à avoir du discernement et à se mettre en route, en fait. Et en signes mentaux, on est vraiment dans un truc de confusion, de c'est pas clair, d'incapacité à décider. On sait qu'on n'avance plus, qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on n'arrive pas à... C'est comme si on était parfois mort de son corps, quoi. On a le mental qui se coupe, puis on a envie de disparaître parce qu'il y a comme une forme de culpabilité derrière. Donc on se supporte pas, quoi. On n'est pas bien, quoi. Donc là, par exemple, tu dois faire une vidéo. Combien de fois, moi je me disais, il faut que je fasse mes vidéos, il faut que j'enregistre mes podcasts, et impossible. Ou tu dois envoyer un message et puis c'est la grosse panique. Tu sais plus faire. Voilà, j'ai ma collaboratrice là, une de mes collaboratrices, une personne avec qui je travaille dans mon équipe qui tout d'un coup se trouvait nulle sur tout, n'y arrivait plus, alors qu'elle est excellente. Donc on repousse, on a un système nerveux qui nous dit attention, danger, et immobilité, survie, comme chez certains animaux, hein. Disparaître, c'est ne pas être vu, et c'est une tentative de survie. Chez les hypersensibles, c'est la plus fréquente. On ne fuit pas au sens on fait autre chose, on n'est pas dans je me suractive, on est vraiment dans ça me fige, quoi. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire. Et derrière tout ça, il y a tout un système nerveux qui se met en place, qui est réactif, qui amplifie les mécanismes émotionnels, qui anticipe plus ou moins consciemment, hein, des fois c'est même pas conscient, hein, qui anticipe une imagination forte, ce que j'appelle les scénarios catastrophes, que si je me mets en route, en fait, je ne vais pas y arriver. Et il y a toujours aussi derrière cette histoire de perfectionnisme, d'avoir besoin de faire pour que ce soit... On a tellement peur de faire mal que finalement, on ne fait rien. Et on est vraiment dans un mécanisme de protection, en fait. Donc, on bloque tout. On a le cerveau qui se fige, on reste immobile et on ne fait rien. Donc, c'est pas que t'es paresseuse, c'est pas que t'es nulle dans ce que tu fais, c'est que ton système nerveux te protège et te met en sécurité, en fait. Donc, quand on est dans ça, si tu veux savoir, parce que là, je vous le décortique, mais souvent, on a du mal à se rendre compte, par exemple, qu'on est
que la suractivité, c'est une forme de fuite et qu'on n'avance pas, en fait. Mais si vous voulez un peu distinguer un peu dans quel type de réaction vous êtes, petite clé, des phrases que vous vous racontez, les pensées que vous vous mettez quand vous êtes en lutte, par exemple, c'est ces moments où vous dites « Allez, bouge-toi, tu dois faire mieux que ça, tu peux largement y arriver, fais un effort, bon sang, oh là, tu perds ton temps. » Et là, tu es dans l'auto-jugement, tu vois. Parce que tu es en train de te dire « T'es nul d'être comme ça, t'as aucune discipline, pourquoi t'arrives pas à faire comme les autres ?» Et on est dans une forme de perfectionnisme agressif. Derrière, il y a le fait qu'il faut que ce soit parfait, sinon ça sert à rien. Ou si tu te loupes, on va te juger. Voilà, tu t'autorises pas à faire, à commencer. Voilà. Ça, c'est pour la lutte. Dans l'évitement, là, on imagine que c'est trop pour soi, qu'on s'est surchargé, qu'on a pris un projet trop grand, que c'est pas le moment, qu'on n'est pas prête, qu'on va pas y arriver, et si ça marchait pas. Et donc, on remet à plus tard. Je ferai ça plus tard, je suis pas dans l'énergie là tout de suite, je vais faire un autre truc qu'avant. Et donc, je me disperse. Tiens, je vais d'abord répondre à ce message, je vais d'abord appeler mamie. C'est une forme de procrastination, hein. Mais je suis en évitement. Donc, je ne fais pas, en tout cas, je ne suis pas dans les actions que je dois faire. Et après, il y a vraiment la paralysie ou l'impuissance où là, je suis en train de me dire que je ne sais pas quoi faire, quoi. Je ne sais même pas par où commencer. Je me sens bloquée, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, tout est trop lourd. Et en émotionnel, il y a comme une forme de honte silencieuse parce qu'on se dit mais oh là là, si les autres savaient dans quel état je suis, moi je me dis ça parfois, je me dis je pilote, j'ai une équipe derrière mais je peux pas montrer que ça va pas, que j'y arrive pas, que je sais pas comment faire et que j'aurais besoin de soutien. D'où l'intérêt là pour le coup d'aller voir quelqu'un et de se faire aider. Heureusement moi j'ai un coach. Parce que c'est des moments où c'est bien de se faire aider, parce que on est en honte silencieuse qui vraiment vient alourdir tout ça et empêche l'action. Alors j'aurais dû le faire depuis longtemps, alors comme j'aurais dû le faire, du coup plus je me dis ça, moins j'avance. Hein. Je vais décevoir tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment une manière d'interagir avec soi qui fait que on n'avance pas, quoi. Le cerveau, quelle que soit la réaction qu'on va mettre, perçoit une menace et il se met en stop, attention, on ne bouge plus. Ou stop, on fuit dans toute autre chose, donc on ne fait pas les actions qui vont. Ou stop, et on se suractive, quoi. Alors derrière la procrastination, qui est plutôt un figement, parce que du coup on procrastine, on n'avance pas en fait, hein, on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Il y a généralement 5 raisons, 5 causes, 5 pistes, on va dire, d'analyse, plutôt le dire comme ça, que vous pouvez explorer pour savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière, parce que la première chose c'est peut-être de s'arrêter et de regarder ça pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Souvent, il y a un peu un syndrome de perfectionnisme avec la peur de mal faire. Et que si c'est pas parfait, je commence pas, quoi. Et le cerveau, là, il se dit, vaut mieux rien faire que risquer de se tromper. Donc, là-dessus, il faut retravailler sur la notion de perfection, sur inverser la phrase, pour se dire qu'il vaut mieux commencer quelque chose. Et moi, j'aime bien dire ça, on découpe en petites tâches, en fait, acceptables, qu'on a très peu de chances de louper, et on avance, comme quand on marche, un pas après pas. Et puis, il y a à retravailler sur toute la notion d'apprentissage, en fait. Qu'il n'y a pas d'échec. Au pire, si ça ne marche pas, ça sera
un bon feedback et j'en profiterai pour voir comment est-ce que j'améliore et de se demander qu'est-ce que je risque. Après, je parlais de scénario du pire tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire cet exercice de pousser, alors pour le coup, parce que là, on est derrière une peur, pousser le curseur jusqu'en haut de cette peur et de dire, bon, bah alors voilà, si je faisais mal, qu'est-ce que je risque au maximum ? Et de lister tout. Voilà, admettons que je vais commencer et je vais mal faire. Comment je vais savoir que c'est mal fait déjà ? Ça met quelques critères. Et puis, qu'est-ce qui risque de se passer ? Pour ensuite, déjà, vous allez vous rendre compte que finalement, les risques sont moindres que ce que vous avez pensé. Et la deuxième chose, c'est que derrière, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je peux éviter ça ? Et de mettre en place des sécurités. Voilà, si j'ai peur faut que j'enregistre ce podcast, par exemple, ou une vidéo, et que j'ai peur de ne pas y arriver, c'est comment je me prépare. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne peux pas écrire quelques phrases ou me faire un plan pour si jamais je me perds un peu, ou de me dire que je peux peut-être faire des pauses aussi, que j'enregistre et puis de toute façon au montage on pourra arranger les choses. Voilà, c'est que par rapport à chacune des peurs qui vont venir se matérialiser dans ce scénario du pire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour partir un peu plus sécure. Après, c'est cette notion d'échec aussi qui est perçue plutôt comme une menace, voilà, à la place d'un apprentissage, et de se dire, en fait, ça va être, si j'échoue, derrière, il y a souvent une blessure de rejet très exacerbée. Si j'échoue, je vais être rejeté. On va voir que je suis nul. On va plus vouloir regarder mes vidéos. Je me souviens, quand je me suis lancé sur le podcast, au début, j'avais un sacré syndrome de l'imposteur à me dire, mais on va se rendre compte que je ne sais rien. Alors, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je sais vraiment rien ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? De se préparer pour ça et de commencer à y aller et de partager. C'est comme ça que j'ai fait. Au lieu de vouloir jouer sur l'expertise de quelque chose, j'ai plutôt commencé à partager mon expérience d'hypersensible et de commencer à mettre en place un peu tout ce que j'avais essayé, tenté, avec humilité et en me disant, si j'ai la chance qu'on commente et qu'on me fasse des retours, j'améliorerai au fur et à mesure. Je démarre. Donc c'est plutôt le voir comme ce que j'apprends de moi au fur et à mesure et que je peux améliorer plutôt qu'un échec. Après, il y a toute cette, chez les hypersensibles, la surcharge émotionnelle qui va arriver à se challenger comme ça. Donc comme on imagine que la tâche va être émotionnellement éprouvante, eh bien on ne fait rien comme ça. On est déjà fatigué en fait. Parce que tout ce que je visualise, mentalise, finit par se réaliser dans le sens où le cerveau, il sait très bien faire ça. Imaginez que quelque chose va vous fatiguer, il va se projeter, il va aller chercher en mémorisation quand est-ce qu'il a effectivement fait des choses comme ça qui l'ont un peu fatigué et il vous renvoie tout de suite les symptômes de la fatigue dans le corps. Donc on est épuisé avant d'avoir commencé en fait. Donc l'idée c'est plutôt de projeter bon, allez, j'y vais, je verrai bien. Ça c'est au plus bas de la visualisation, mais on peut aussi imaginer que ça va nous énergiser. Moi, ça me faisait ça, en fait. Je me mettais plein d'appréhension et puis après, je démarrais. Et puis finalement, j'étais super contente de l'avoir fait, peu importe la qualité du truc que je réécoutais, que j'aurais pu réenregistrer sur certaines parties de podcast. Et pour les vidéos, pareil. Donc, c'est comment tu peux déjà te projeter dans quelque chose de positif pour déjà, en tout cas, pas commencer à aller te mettre de la surcharge émotionnelle. Après, il y a une histoire d'autopression, de la pression que tu vas te mettre pour faire les choses, cette exigence de vouloir avoir réussi avant d'avoir commencé,
faire vite, efficace, bien tout de suite. Voilà, ça rejoint un peu la perfection. Mais ce truc tout le temps, qui est tout le temps là, en fait. Et de plutôt, peut-être, se mettre quelque chose de l'ordre de... Déjà, il y a une connaissance de soi. Et de revenir à ce qu'on est capable de faire, pour commencer avec ce qu'on est capable de faire, que de voir que s'il manque une compétence, une ressource, quelque chose que je n'ai pas, d'aller la chercher. Et là, pour le coup, c'est plus de la procrastination, c'est je vais différer pour quand j'aurai complété ça. Mais il faut quand même se dire que la plupart du temps, c'est vraiment on attend d'être super prêt. Et en fait, c'est pas qu'on est super prêt, qu'on attend d'être prête, c'est qu'on a peur en fait. Et que si on n'attend plus à avoir peur, des fois on va attendre longtemps. Parce que la peur, c'est aussi... alors il y a la peur paralysante, mais la peur, ça vient dire aussi que c'est qu'il y a de l'enjeu, que c'est important pour moi. C'est peut-être un de mes plus grands rêves qui se réalise. Moi, je sais que transmettre, prendre la parole, c'est pas tant d'être sur les réseaux que de commencer à aider des personnes et d'aider des personnes que j'aurais jamais rencontrées de toute façon dans la vie et qui m'écoutent et à qui ça fait du bien. Donc il y a comme un enjeu, et si j'aide des personnes et si ce que j'ai raconté n'était pas intéressant, et que si j'attends d'avoir dépassé cette peur-là, je commence pas. Et puis j'ai toujours cette citation, je crois que c'est Louis Jouvet, vieil acteur, mais qui disait à une nouvelle comédienne qui se lançait et qui disait « Oh moi je n'ai pas le trac ». Et il lui a répondu « Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent ». Il y a quelque chose de se dire qu'il y a cette adrénaline et ce stress qui vient dire qu'il y a de l'enjeu et qui fait que déjà ça va me donner de l'énergie pour me lancer. Quand je faisais de la compétition de haut niveau, avant chaque départ sur la ligne, j'étais un peu, pétrie presque de stress. Et puis ensuite, le coup de pistolet retentissait et puis hop, ça partait. Et le stress s'en va en fait, parce qu'il y a tout ce qu'on a répété. Et puis on est dans l'action. Et que le stress, ça vient aussi de ce qu'on se visualise. Qu'est-ce qu'on se raconte avant de démarrer ? Donc il y a cette petite énergie, ce petit stress qui est important. Et puis après, il y a la pression, la surpression que je vais mettre et où là, le stress peut être paralysant. Donc c'est comment je m'accorde de faire du mieux possible, que je me lance et que j'apprends en chemin et j'améliorerai au fur et à mesure, quoi. Et puis, dernière piste, il y a ce qu'on mettrait sous le doute identitaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne ma capacité est-ce que je suis légitime pour faire ça, quoi. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas expert. Moi, avant de commencer sur l'hypersensibilité, je me suis dit, mais je ne suis pas psy, même si... D'ailleurs, j'avais même oublié que j'avais fait quelques études de psychologie, mais pour le coup, c'est pas tellement avec ça que j'avance, mais c'est de me dire, je suis pas psy. Il y en a plein d'autres qui parlent de l'hypersensibilité depuis un moment, des grands noms, qui ont je ne sais combien de followers. Et je me suis dit, mais si j'aide déjà une personne, ça sera bien. Et je vais venir parler de mon expérience. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais travaillé différents sujets. L'émotionnel, c'est quand même ce sur quoi j'ai été formée. Et je travaille et j'accompagne sur les émotions depuis des années. Et que c'est quand même un peu le socle de l'hypersensibilité. Et puis le reste, j'ai appris. Que depuis le temps, que ça fait 4-5 ans que je me suis mise sur le sujet et que j'ai travaillé, j'ai les approches neuroscientifiques, les approches sensorielles... et toutes ces capacités de l'hypersensibilité que j'ai beaucoup lu sur le sujet, etc., etc. Donc, on avance. Et puis, au fur et à mesure, d'avoir osé me lancer, j'ai vu qu'on commençait à commenter, que des femmes me disaient... je dis des femmes parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent.
C'est exactement ça. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui me comprend, qui dit les mots, parce qu'en fait, je suis hypersensible moi-même et que déjà, l'ambition, c'était d'arriver à faire en sorte que les gens en face, les femmes se disent qu'elles n'étaient pas toutes seules, quoi. Donc, c'est travailler cette notion de légitimité, de ne pas vouloir être forcément un expert sur le sujet, mais de regarder ce que tu pourrais apporter à ta cible, aux gens que tu accompagnes, à tes clients, avant de te lancer, peut-être de te rappeler quelle est ton intention, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu peux apporter. Pour éviter que le cerveau te réponde non, attends, t'es pas légitime et de te figer. Voilà un petit peu ce qui se cache derrière. Donc, les hypersensibles sont des profils idylliques sur la procrastination. Parce que cette histoire de perfectionniste, il y a des perfectionnistes. Parce qu'on veut tellement bien faire, on veut tellement réussir, tellement qu'on fait rien. Donc il y a la surcharge nerveuse qui nous empêche de passer à l'action. Il y a l'hyper-empathie aussi qui parfois on se met tellement à la place des autres qu'on oublie de se mettre à sa place, à la sienne, et on s'occupe trop des autres. Donc on est trop en train de se demander ce qu'on vont penser les autres. Et puis, on a aussi ce truc d'autocritique permanente. On a une tendance quand même à se juger, à vouloir mettre la barre assez haute et faire en sorte qu'elle soit... qu'on soit parfait. Ça rejoint un peu le perfectionnisme. Donc, si tu t'es reconnu dans ça, eh bien, c'est que tu es dans la procrastination. Et ça arrive à des gens très bien, comme je dis. Moi, j'ai une collaboratrice qui se laisse facilement déborder, qui du coup ne fait pas, se noie un peu dans ses émotions, et puis du coup est vite débordée et se stresse parce qu'elle se met une pression, ou ma cliente qui n'avance pas, qui met un peu de temps à se mettre en mouvement, en fait. Mais voilà, c'est vraiment déjà, si on devait retenir qu'une chose, c'est déjà de déculpabiliser, parce que la procrastination n'est pas une paresse, c'est vraiment ton système nerveux qui te protège d'un danger potentiel. Je dis potentiel parce qu'il est réel ou non, mais qu'il s'est imaginé, en tout cas pour lui il y a danger, et donc il te protège par des réactions de non-action, en fait, pour que tu ne sois pas en surcharge émotionnelle, en pression, en doute. Voilà. Alors, les solutions par rapport à ça, je vous en ai déjà donné quelques-unes par rapport à ce qui peut se passer. Si je devais aller encore un petit peu plus loin, mettre des choses un peu peut-être opérationnelles, je mettrais, d'abord, il y a une histoire de sécuriser le système nerveux, parce que tant qu'il va être en action, il va vous empêcher d'agir. Il va vous mettre des stratégies d'évitement en place. Donc, pour apaiser le système nerveux, quand vous voyez que vous n'avancez pas, ou vous commencez à vous mettre en stress, que vous ressentez comme un danger, où vous avez ces fameuses phrases qui arrivent là, de « j'y arriverai pas, je suis nul, j'ai peut-être pris trop, il vaut mieux rien faire que de mal faire », c'est de vraiment commencer à sécuriser, et ça passe par le corps. Donc il y a de la régulation émotionnelle à faire pour apaiser, et la respiration 4-4, c'est génial parce que ça permet de tout de suite faire descendre la pression, parce que quand on a une pression dans le corps, on ne peut pas réfléchir comme il faut. Donc la respiration 4-4, c'est j'inspire, je compte jusqu'à 4, j'inspire, je bloque pendant 4 secondes, j'expire pendant 4 secondes, je bloque 4 secondes, et je recommence. Et je fais ça au moins 3 fois, et à l'instar de la cohérence cardiaque et de tous ces exercices de respiration, ça apaise
le système nerveux. Ensuite, il y a tout le travail d'ancrage aussi dans le corps. Moi, je me suis beaucoup apaisée en allant marcher déjà en nature et en m'ancrant à la nature, en m'ancrant vraiment en me disant que j'étais solide et d'aller marcher dans le sol tranquillement en appuyant mes pas et en imaginant comme des racines qui m'ancrent dans le sol. Ça m'a ancré et donné une puissance. L'autre jour, j'ai une cliente qui m'a dit: toi, je te vois comme un arbre, vraiment ancré, solide. Et ça aide à se dire, mais en fait, je peux le faire. Et donc, du coup, c'est mettre vraiment quelque chose de l'ordre de énergétiquement, sensoriellement, on est mieux déjà. Et ensuite, on peut attaquer des actions avec une méthodologie. Alors, moi, j'aime bien dire comment est-ce qu'on mange un éléphant par petits morceaux. Quand comme ça, tu n'arrives pas à avancer, redéfinis tes actions. Séquence-les, découpe-les. Moi, je dis souvent ça en coaching quand j'accompagne. Je dis, quelle est la première petite action que tu peux faire pour te rapprocher de ce gros truc-là. Même un tout petit truc. Moi, je dois faire une vidéo. Je sens que j'y arrive pas. J'ai les peurs qui reviennent. Je commence par me dire, bon, déjà, je définis le thème, sur quoi j'aimerais travailler. Ce serait quoi le plan ? Je prends une feuille, je fais le plan. Voilà. Et puis demain, je verrai comment je me sens. Mais c'est déjà de commencer quelque chose, d'en faire un petit peu à chaque fois, plutôt que de ne rien faire tous les jours. Vaut mieux faire des micro-actions. Et ça envoie comme signal au cerveau, je peux avancer sans danger. Parce que du coup, comme c'est une petite action, le cerveau qui est en alerte et va aller chercher dans ses mémoires des choses, des moments où on s'est pris des grosses actions et qu'on a stressé, il va aller chercher plutôt des petites actions. Il ne va pas se méfier, on va dire ça comme ça, et du coup, il n'y a pas de stress. Voilà. Avec même un double effet qui se coule, c'est que vous allez être super contente à la fin parce que vous serez fière d'avoir fait quelque chose. Et c'est très encourageant. Moi, pour mon accompagnement en puissance féminine, que j'arrivais pas à démarrer. Alors, j'avais tous mes coachings de groupe, j'avais tous mes coachings individuels, mais il fallait que dans la plateforme, je mette un peu un socle de connaissances et d'apprentissage. Et c'était la partie la moins... C'est ce que j'aime le moins parce qu'il y a un aspect technique. Alors, j'adore proposer des exercices, mais il fallait que j'affronte la technique. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller par petits bouts. J'ai commencé à mettre tout le plan. Après, j'avais tourné des vidéos. J'ai dit, tiens, je vais déjà charger les vidéos. Quand j'ai commencé à avoir fait mes fiches, je vais charger les fiches. Et ça n'est qu'après que j'ai commencé à faire les choses un peu plus hardcore, où il fallait vraiment que je m'y mette et puis que je comprenne techniquement comment faire. Et en fait, rien que d'avoir commencé, j'étais contente. Ça faisait avancer. Souvent, je me disais, j'ai déjà fait ça. Voilà, il y a une espèce de motivation et d'élan, d'énergie qui revient. Et en plus, c'est comme un peu le lancement d'un TGV. C'est que au début, c'est lent, puis ça prend comme une vitesse. À un moment donné, une vitesse de croisière. Et finalement, je me suis retrouvée à faire avec beaucoup d'énergie et à aller extrêmement vite. Et puis l'autre effet, c'est c'est musculaire en fait. C'est que plus je fais, plus je suis dans l'expérience, plus ça va vite. Moi, sur la technique, comme je le faisais un peu tous les jours, après, c'était facile. J'arrivais à uploader une vidéo, à mettre un titre, une légende, un document sans être obligé de demander à Amélie toutes les 5 minutes. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Donc ça, c'est l'opérationnel. Troisième piste, c'est de retirer la pression d'être parfaite. C'est s'autoriser à exister dans l'imperfection. Moi, je me suis challengée parce que je veux toujours que ce soit parfait. Je me demande à chaque fois, est-ce que ça va aller ? Est-ce que c'est assez ? Est-ce que les filles vont avancer ? Et en fait, je me dis, je fais. Puis elles vont me le dire. Puis si c'est pas assez, je rajouterai un exercice. Et puis je fais une première version. Et puis j'itérerai. Je me suis rappelé que certains mentors qui m'ont accompagnée ont commencé
petit et que ce que je voyais aujourd'hui, c'était le résultat de plusieurs années avec des recommencements, des améliorations permanentes. Voilà, si tant est qu'en plus, la notion de perfection, moi je me rends compte, à chaque fois ça fait ça, c'est que j'imagine mettre tout un tas de choses dans mes accompagnements et que souvent, les femmes y arrivent avec la moitié de ce que je mets. Et que ça suffit. Et que il est toujours temps après de rajouter des bonus et d'aller un petit peu plus loin, mais qu'il y a une base, il faut déjà mettre les bases. Donc c'est mettre le curseur au bon endroit en fait. Après, dans les actions, pour revenir sur les actions, il y a... Ça va rejoindre en fait là, cette histoire d'itération. C'est pas vouloir faire l'œuvre tout de suite. L'œuvre, c'est le résultat parfois de plein de brouillons. Donc c'est vraiment se dire... L'image que j'ai, c'est un artiste peintre qui commence une toile et il va pas faire sa toile d'un coup. Il commence... Moi, j'ai vu des peintres... j'ai eu la chance de voir des peintres dessiner en atelier. Et bon, il y a des traits. Au début, on se demande même ce qui va sortir. Et puis, ils s'y remettent. Ils remettent leur corps à l'ouvrage. Des fois, ils recommencent. Ça va pas. Hein. Et un jour, il y a l'œuvre. Un jour, ça dessine. Un jour, ça apparaît. Et puis, il y a les premières toiles. Et puis, au fur et à mesure, il y a de la maturité qui arrive. Et puis, il y a les œuvres super dont ils sont satisfaits. Voilà. Et dernière chose, il y a revenir aux besoins. Derrière une émotion, c'est un tableau de bord. C'est de se rappeler qu'elle vient indiquer quelque chose. Derrière la peur, il y a le besoin de sécurité. Donc c'est de quelle sécurité j'ai besoin pour commencer à avancer, quitte à ce que ce soit ralentir, hein, pas vouloir aller trop vite, mais se mettre, comme dans le scénario du pire dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour apaiser ce besoin de sécurité. Voilà un peu tout ce que je voulais vous raconter sur la procrastination. J'avais envie de vous partager ça parce que moi, j'ai vraiment réussi à arrêter de procrastiner alors que c'était vraiment... alors que j'ai une capacité de travail incroyable, j'ai procrastiné longtemps parce que j'avais peur en fait. Parce que j'étais en mode survie. Mon système nerveux me protégeait en permanence de mes peurs. Donc c'est vraiment, si tu veux arrêter de procrastiner, tu n'as pas besoin de discipline, tu as besoin de sécurité. Voilà. Rappelle-toi que ton système hypersensible, il protège ta survie. Donc, pourquoi tu bloques alors que tu veux avancer ? C'est parce que ton système te protège. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est vraiment ce que j'ai conscientisé, appris, éprouvé, implémenté et incarné aujourd'hui. C'est ce qu'on travaille dans mon programme d'accompagnement Puissance Féminine, qui est un programme d'accompagnement sur 3 mois pour accompagner les hypersensibles qui bloquent dans leur projet, dans leur business, et qui se demandent un peu pourquoi ça bloque. Et donc on identifie à quel niveau, et la procrastination fait vraiment partie du top 5 des blocages, souvent inconscients d'ailleurs, qui font que, si je procrastine, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne fais pas les actions. Si je ne fais pas les actions, je ne peux pas avoir les résultats. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux et celles qui l'auront fait. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à le partager si vous voyez quelqu'un qui n'avance pas dans votre entourage. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur vos blocages, savoir si vous souffrez de procrastination ou avoir un éclairage sur un autre blocage, je vous invite à réserver un appel où je me fais un plaisir de vous aider gratuitement, de vous faire comme un diagnostic et vous donner des premières pistes
pour débloquer ces obstacles, en fait, passer ces obstacles qui sont souvent inconscients. Voilà, c'était le podcast Hypersensible Haute Couture. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, ça dépend quand vous allez l'écouter. Et je vous dis à très vite.